Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à ce premier La Tribune Blockchain Summit. La semaine dernière, le Fonds monétaire international a fait un petit sondage sur Twitter. Alors la question était, comment pensez-vous payer votre déjeuner dans 5 ans ? 8% des personnes qui ont répondu ont dit en cash. 9% ont dit en carte bancaire. 27% ont dit avec leur téléphone mobile. Et 56% ont dit en crypto-monnaie. Oui, évidemment, ce sondage n'a pas été réalisé à partir d'un échantillon représentatif de la population mondiale. On peut dire que ça révèle surtout la surreprésentation de la communauté des crypto-enthousiastes sur Twitter. Mais quand même, 56%, ce résultat ne laisse pas d'interroger. Alors, de quelle crypto-monnaie parle-t-on? Est-ce que c'est le Bitcoin? Est-ce que c'est un futur Facebook Coin, JP Morgan Coin, une monnaie digitale de banque centrale? On sait que la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est très favorable aux monnaies digitales de banque centrale. En tout cas, les monnaies cryptographiques n'ont sans doute pas fini de faire parler d'elles, et les technologies blockchain qui sont le sous-jacent et leur potentiel de rupture non plus. Alors, pour parler de ces sujets, nous avons convié ce matin un expert des crypto-monnaies et un passionné de blockchain, Éric Larchevêque. Bonjour. Bonjour Éric. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous ce matin pour ouvrir cette conférence. Alors, vous êtes le cofondateur de la maison du Bitcoin, qui a été rebaptisée CoinHouse. Ça fait plus branché? Pardon? CoinHouse, ça fait plus branché? Ça fait plus branché. Quand j'avais ouvert, j'avais choisi la maison du Bitcoin parce que je voulais un nom qui soit un peu désuet et qui rassure. Parce qu'à l'époque, en 2014, le Bitcoin était vraiment considéré comme quelque chose de très obscur. Donc je me suis dit, d'un point de vue plus présentation, un nom bien français et rassurant, un peu désuet, c'était le bon choix. Maintenant, bon, ça l'est peut-être un peu moins. C'est pour ça qu'on s'internationalise. Alors, vous êtes aussi le cofondateur de Ledger. Ça veut dire registre. Hein, oui, voilà, c'est le registre, le cofondateur du registre. Alors, donc, c'est une start-up qui a son siège à Paris et son usine à Vierzon. Oui. Elle est surtout connue pour son mini-coffre digital pour sécuriser les clés privées d'accès aux comptes en crypto-monnaie, en crypto-actif, on dit plutôt maintenant. Et vous étiez lundi à Bercy, à la conférence sur la blockchain dont parlait Jean-Christophe, organisée par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, qui veut faire de la France le leader européen de la blockchain. Alors vous avez l'ambition avec Ledger d'en faire un acteur mondial de référence dans l'écosystème blockchain. Mais l'année 2018 a quand même été assez difficile avec le crack des crypto-monnaies, après une année 2017 complètement folle. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'épopée Ledger des 2 dernières années? Alors effectivement, Ledger a été créé, vraiment commencé en 2015. Et on a eu des premières années assez tranquilles. On vend des coffres pour protéger des crypto-monnaies, d'un point de vue c'est basique. Vous n'en avez pas un dans la poche là? Si, j'en ai un dans la poche. Il est là, si j'arrive à le sortir. Voilà, hop. Donc, ça ressemble à une clé USB, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, ça ressemble de loin à une clé USB. En fait, c'est une carte à puce. On hérite de la technologie carte à puce, donc c'est une technologie qui est bien française, qui fait qu'on a une légitimité sur le marché mondial. Et sur 2015-2016, on vendait en fait quelques milliers d'unités de ces produits-là. Et quand le marché a décollé en 2017, ça a été assez incroyable puisqu'on pensait peut-être en vendre 30-60 000 sur l'année. On a fini par en vendre plus d'1 million. Donc il y a eu une croissance incroyable qui a emmené l'entreprise vraiment au niveau mondial comme un acteur de référence. On a ensuite continué d'avancer sur le développement de solutions pour des entreprises, puisque si ça c'est très bien pour un individu, une entreprise, donc une institution financière a besoin aussi de gérer des cryptoactifs, mais avec des règles de gouvernance, etc. Donc Ledger a lancé d'autres produits, d'autres business units. Et ensuite, en 2018, effectivement, le marché a perdu 85% de sa valeur en cryptoactifs.
Et la vente de ce type de produit est clairement liée au prix du Bitcoin. En fait, plus le Bitcoin monte, ou en fait, plus on en parle, parce que même quand ça baisse et qu'on en parle, on vend plus. Plus on en parle, plus on vend. Enfin, c'est très logique. Et donc, quand on en parle moins sur 2018 ou même sur 2019, forcément, le niveau de vente est plus bas. Donc, Ledger, on est sur un marché qui n'a pas beaucoup de maturité, qui a de grandes volatilités. Donc, c'est très difficile de pouvoir avoir de la prédictabilité. Et donc, en accélérant sur des opportunités plus entreprises, des modèles SaaS, etc., on va être capable de pouvoir quand même créer des revenus récurrents qui vont mettre une base de revenus qui vont permettre à l'entreprise d'avoir quand même plus de stabilité. Cet hiver des crypto-monnaies, ça va quand même vous conduire à restructurer parce que vous aviez grandi très très vite? Alors, on a grandi très vite. On a en fait, en 2017-2018, on s'est vraiment mis dans une position qu'on pourrait qualifier de pré-IPO. On a effectivement de très grandes ambitions avec Ledger. On est leader sur tout ce qui est en fait infrastructure et sécurité. Et à partir du moment où on pense que la blockchain va vraiment porter toute la finance de demain, celui qui va être capable d'apporter toutes les solutions d'infrastructure va forcément avoir un poids assez important. Et donc Ledger a la capacité de devenir une grande entreprise mondiale. Et quand on a eu cette croissance un petit peu folle, on a dû non seulement on a dû investir beaucoup en fait dans des fonctions support, se mettre en pré-IPO, mettre au carré toute l'entreprise. Et une fois que toute cette mission est faite et dans un environnement qui est un petit peu plus en décroissance, eh bien, on doit plutôt focaliser sur l'engineering, sur le delivery, enfin sur la production et pouvoir livrer en fait tous les produits et avancer. Et donc oui, ça implique de restructurer, ça implique de réorganiser, ça implique finalement de créer des nouveaux postes d'engineering en réduisant les fonctions support qui ont qui ont rempli leur mission et qui n'ont plus besoin d'être aussi importantes dans l'entreprise. Donc vous étiez passé à peu près 200 personnes? Oui, tout à fait. On est à peu près 200 personnes. Et aujourd'hui, on crée une dizaine de postes dans l'engineering. Et ça veut dire qu'on va supprimer aussi quelques postes dans les fonctions support. Pour avancer, une entreprise doit s'adapter. Donc il faut prendre des décisions parfois qui sont difficiles, mais qui ont du sens en fait par rapport au marché, par rapport à l'évolution de la boîte. Et pré-IPO, ça veut dire que vous envisagiez une introduction en bourse, oui, 2020? Voilà, alors bon, plutôt 2021, parce que ça prend quand même du temps. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mindset d'exécution, parce que clairement, on voit que c'est très difficile d'avoir une prédictabilité sur nos revenus à cause du marché, et donc la bourse n'aime pas du tout tout ce qui n'est pas tout ce qu'on peut pas prédire, prévisible. Donc c'est pas tellement le moment. Mais très clairement, dans en fait l'equity story et la manière dont on veut faire croître l'entreprise, on pense qu'à un moment ou à un autre, passer par une IPO aura beaucoup de sens, surtout si on peut se coter sur des marchés cryptographiques, puisqu'un des grands enjeux, et on va sûrement en parler tout au long de la journée, c'est la capacité de pouvoir revoir les processus d'IPO, de pouvoir tokeniser en fait des actions d'entreprise. Et Ledger aimerait bien être une des premières entreprises à faire ça de façon assez importante au plan mondial. Donc c'est vraiment ça en fait l'objectif, mais ça prendra un petit peu de temps bien évidemment. Vous parliez de solutions entreprises, vous avez effectivement des solutions notamment pour les hedge funds et vous me disiez que vous pensiez que la blockchain allait se démocratiser avec la tokenisation de la monnaie fiduciaire. Oui, tout à fait. Donc il y a des grands enjeux. En fait, la blockchain permet finalement d'échanger des valeurs, des titres directement de manière native sur le protocole Internet. Donc ça apporte beaucoup de flexibilité. On peut rajouter de la programmation dans ces échanges. Et donc, il y a plein d'applications blockchain où on se dit on va pouvoir tokeniser, c'est-à-dire associer des actifs à des tokens, à des titres cryptographiques. Et par exemple, pour pouvoir mettre de l'equity, des parts d'entreprise sur la blockchain et se les échanger, dans le cadre de différentes applications, on a besoin aussi de les coter dans une monnaie qui fait référence, parce qu'on ne va pas coter son entreprise en Bitcoin, parce que l'économie réelle n'est pas encore en Bitcoin. Et donc, il est nécessaire, un des précurseurs, c'est la nécessité d'avoir ce qu'on appelle des stablecoins. On reviendrait cette journée aujourd'hui, qui permet de tokeniser l'euro et d'avoir finalement des tokens cryptographiques qui représentent 1 centime d'euro et donc de faire ces échanges de façon native. Et c'est là où se trouve tout l'enjeu et toute la révolution, la promesse de la blockchain, de pouvoir reconstruire et réinventer complètement le système financier sur une base beaucoup plus flexible et beaucoup plus puissante. Donc vous voulez construire un pont entre le monde des cryptoactifs et la finance. Et vous aviez des discussions avec Nomura, par exemple.
Alors, tout à fait. Nomura, c'est une banque japonaise qui s'intéresse beaucoup aux cryptoactifs et qui est une des premières à avoir bougé pour créer ce qu'on appelle un custodian, du gardiennage d'actifs, de cryptoactifs, parce qu'il y a à la fois la notion de sécurité, comment est-ce qu'on fait pour en assurer la sécurité, le fait que ça ne puisse pas être volé, et aussi toute la gouvernance et tous les aspects juridiques. Et on a donc créé une joint venture avec Nomura. Il y a un autre acteur qui vient du hedge fund cryptographique pour pouvoir proposer effectivement une sorte de custodian adapté aux cryptoactifs, qui est aussi un des précurseurs pour que de grandes banques qui ne font confiance qu'à d'autres grandes banques puissent prendre des positions en crypto-monnaie. Donc c'est un projet qui a été initié déjà il y a pratiquement 1 an, qui va bientôt se lancer. Ça met du temps, c'est complexe parce qu'à la fois en technologie, en régulation et puis aussi en choc des cultures, il faut aller, chacun va à son rythme. Mais là, il y a la promesse de pouvoir proposer eh bien, une des premières... effectivement des premiers services qui est à la fois bancaire et cryptographique qui va pouvoir contribuer à faire croître l'écosystème. Vous avez aussi signé un contrat avec un grand groupe du CAC 40, Engie. En quoi ça consiste exactement? Alors, c'est dans le domaine de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, quand vous consommez de l'énergie, si vous voulez faire du marketing d'énergie renouvelable, la seule manière de le faire, c'est de vendre des certificats d'origine. Parce que un électron, c'est un électron, il n'y a pas un petit truc vert attaché. Donc, si vous voulez montrer, si vous êtes une ville ou une entreprise qui veut consommer renouvelable, vous devez acheter des certificats d'origine et puis ensuite les brûler. La grille électrique est en train de se décentraliser, de se distribuer. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont à la fois consommateurs et producteurs. Donc aujourd'hui, les certificats gérés de façon centralisée avec très peu de granularité, c'est pas adapté au marché. On a donc besoin d'avoir un système qui peut émettre des certificats d'origine de façon extrêmement précise, jour par jour, peut-être quartier par quartier, etc. Est-ce que c'est de l'éolien, etc. Et donc de pouvoir vendre de l'énergie qui va être comme ça, une compagnie qui a des bus électriques va pouvoir prouver qu'elle achète l'énergie de sa ville ou de la région. Et donc, on a apporté une technologie qui permet de tokeniser ces certificats d'origine. C'est un dispositif qu'on met sur des compteurs électriques qui vont créer des tokens au fur et à mesure que l'électricité est injectée. Et donc, ça va permettre à Engie de pouvoir mieux vendre de l'énergie renouvelable. Et ça va donc dynamiser le marché de l'énergie renouvelable. Et là, c'est un exemple extrêmement concret que la blockchain peut apporter. Et c'est opérationnel ? C'est aujourd'hui opérationnel sur en fait, des premiers marchés de test. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille là-dessus, donc on est quand même au-delà de la preuve de concept. Et une fois que le système sera validé à la fois techniquement, mais aussi au niveau commercial, alors peut-être plus tôt sur 2020 et 2021, ça pourra se développer sur des milliers et des milliers de points en Europe. Et Stéphane Quéré d'Engie, lundi à Bercy, évoquait le fait qu'ils avaient envisagé de créer leur propre... cryptoactif, le Sunji, c'est l'avenir? Ça fait partie des enjeux que toutes les entreprises vont avoir à un moment de se poser la question, qu'est-ce que je peux tokeniser? En quoi je vais pouvoir utiliser la blockchain, sachant qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Il faut faire le tri dans ce qu'on est capable de faire. Mais à partir du moment où une entreprise est face à des problématiques un petit peu décentralisées, distribuées, utiliser un protocole qui est lui-même décentralisé et distribué a du sens. La blockchain permet à différents acteurs finalement de se mettre d'accord sans qu'il y en ait un qui puisse prendre le lead ou devenir le maître des autres. Et ça aide à avancer. Et donc, quand on est dans ce type de système, alors réfléchir à un système de blockchain a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de banquiers dans la salle, de personnes qui travaillent dans la banque. Les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre les banques et les startups de cryptoactifs et la blockchain. Est-ce que ça va mieux depuis la loi PAC? Alors, ça va mieux déjà depuis 1 ou 2 ans. Et avec la loi PAC, ça va aller encore mieux. En 2014, même 2015 et encore 2016, tout simplement par manque d'information, les banques étaient quand même plutôt rétives à ouvrir des comptes et à tout simplement rentrer en relation avec des entreprises, même comme la nôtre, qui pourtant ne sommes pas directement dans la crypto-monnaie puisqu'on fabrique plutôt en fait, du matériel hardware. Oui, ça a été assez... Il y a des moments où on se disait, est-ce que Ledger va avoir une banque? Moi, je collectionne à côté de mon bureau en fait les lettres de refus, de fermeture de compte, qui sont un peu quelque part des trophées. Je les ai vus, je ne donnerai pas les noms. Mais la situation a beaucoup changé. C'est parce que en fait, il faut passer du temps, il faut expliquer. Et une fois qu'on explique,
et que les personnes comprennent et qu'elles veulent prendre le temps de comprendre, c'est surtout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont obligées de prendre le temps de comprendre parce qu'elles ont compris que ce n'était pas un phénomène qui allait disparaître. Eh bien, on arrive à avancer. Et aujourd'hui, Ledger et même d'autres entreprises ont beaucoup moins de difficultés pour ouvrir des comptes. Ce n'est pas encore complètement gagné, hein, ce n'est pas encore très simple, mais ça va vraiment dans la bonne direction. Donc, le message, c'est quoi? Ayez confiance, on peut travailler ensemble? Oui, tout à fait. Et surtout, prenez le temps en fait, d'apprendre, de comprendre, parce que la technologie blockchain, quand on dit que ça va être une révolution, c'est vraiment le cas. Et donc, il est nécessaire de prendre le temps pour comprendre, s'informer, et ensuite prendre ses décisions, mais de manière informée. C'est ça, en fait, je pense, mon message principal. Merci beaucoup, c'est un peu l'objectif de cette conférence. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, je pense.